Mi sembra di poter dire che sia l'analisi che lo yoga tendano a privilegiare tutto ciò che è lungo, quello che è difficile, i rapporti terapeutici o meno che richiedono di stare nella relazione, di tollerare le frustrazioni. Innanzitutto, se secondo lei questo è vero. E poi ci sentiamo quindi di dire che tutto ciò che è semplice, rapido, diretto non funziona a livello profondo? Si, parce que il y a la nécessité d'une transformation progressive. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des échecs. Par exemple, la narco-analyse, qui était très à la mode dans les années 1950. On pensait que pourquoi faire une longue analyse pour connaître l'inconscient? On peut mettre le patient en subnarcose et puis on va tout de suite avoir l'inconscient et l'interpréter. Et c'était un échec total parce que la difficulté n'est pas d'avoir un rapide contact avec l'inconscient et puis l'expliquer. C'est au contraire tout le cheminement, l'élaboration des résistances, des défenses, modifier les affects et progressivement se transformer, digérer, assimiler. Ça prend du temps, c'est un cheminement. C'est aussi l'échec de pratiques qui utilisent d'autres stimuli cathartiques, faciles, de décharge immédiate. On a un moment d'exaltation et on croit qu'on est différent. Ça n'a pas des résultats à long terme. Ce qu'il faut, c'est une transformation progressive. C'est comme un pèlerinage. Un pèlerinage suppose la progression est lente. Je ne peux pas être déposé en hélicoptère. Je n'ai pas fait de pèlerinage. Donc je pense qu'il faut une initiation progressive. Et c'est la même chose pour la méditation. Il y a des choses intuitives qui se précisent et des émergences progressives dans cette transformation. Et donc une transformation du monde interne dans la relation, que ce soit la relation thérapeutique ou que ce soit la relation d'initiation. Et je mets le mot initiation. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur une analogie entre une cure analytique et une initiation. Sono nate delle squadre nazionali di yoga, quindi lo yoga ormai sta diventando uno sport, una competizione. Questo serve a qualche cosa e come in un contesto competitivo come quello di una gara si può trovare il posto per la perdita dell'io? Come possiamo lasciarcelo alle spalle? Le yoga n'a pas de sens dans un système de compétition et de classement, de catégories, ça me paraît certain. Mais je ne veux pas disqualifier pour autant ce qu'est d'une manière générale le sport par exemple et la beauté de se donner un challenge ou l'émulation, c'est une belle chose. Mais le yoga est différent. Le yoga a d'autres dimensions, intuitives, spirituelles, et puis aussi, bien sûr, désintéressées, détachées. Le yoga avec des critères comme la complexité difficile, la souplesse, ou rester le plus longtemps possible. C'est difficile, hein? Et puis c'est contradictoire avec ce détachement et cette plongée intuitive. Absolument. Lo yoga sembra cercare la perfezione del corpo, quindi l'eccellenza, riallacciandomi a quello che diceva adesso lei, viste da fuori certe posizioni, certi modi di voler resistere quasi sembrano eccessivi. Però spesso questo viene motivato con la ricerca appunto dell'eccellenza attraverso lo strumento corpo. La competizione potrebbe servire per misurare quanto si è eccellenti, ovvero attraverso il confronto con l'altro cercare di capire se si è vicini all'obiettivo. Potrebbe essere una chiave di lettura, secondo lei? Oui, ce n'est pas quelque chose qui me choque. C'est un certain narcissisme, et un narcissisme beau, l'investissement de son corps, la beauté du corps, la beauté pour l'autre. Mais c'est vrai que, en dehors d'une transformation du yoga en une discipline sportive compétitive, le yoga peut apporter énormément au sport. Énormément. Et c'est d'ailleurs un des moyens par lesquels j'essaie d'intéresser, par exemple, les adolescents. Quand je veux intéresser les adolescents,
Au yoga, je ne vais pas parler relaxation, méditation. Non, je parle souffle. Et je montre des exercices dynamiques de souffle très, très, très toniques. Et puis, je montre des apnées. Et je demande de faire des apnées de 2 à 3 minutes. Et donc, on fait une compétition. Hein. Je dis, voilà, moi, j'ai fait 2 minutes d'apnée, toi, maintenant. Et il ne sait pas le faire. Alors, mon but, ce n'est pas de faire la comparaison. Mais c'est qu'il se demande comment c'est possible. Et c'est intéressant. Et alors là, moi, je vais lui faire découvrir son diaphragme, l'abandon du souffle, l'apnée dynamique, la respiration virtuelle. Et alors, il va s'intéresser et faire du yoga, alors qu'à l'origine, j'ai fait une compétition avec lui. Qual è il suo yoga? Qual è lo yoga di suo padre? Qual è lo yoga dei Van Liesebeth? Le yoga de papa est un yoga, d'abord yoga intégral. D'ailleurs, l'école de yoga que papa a fondée à Bruxelles, à l'origine s'appelait Integral Yoga Institute. Et une autre chose, c'est la référence à Shivananda, Swami Shivananda, son maître de Rishikesh. Et par integral, yoga intégral, papa veut dire intégrer les exercices posturaux, intégrer la relaxation, la méditation, tous les aspects du yoga, confluent vers une expérience multidimensionnelle, enfin avec beaucoup de facettes. Nous travaillons toujours en équipe. Il n'y a pas une figure spéciale ou une technique unique. Et nous travaillons vraiment toujours avec des approches différentes, collectives, variées. Depuis que je suis tout petit, on a vu passer beaucoup de yogis à la maison, différents. Papa n'avait pas ce yogi-là ou celui-là. Donc, quasi tous les yogis un peu célèbres sont passés par la maison. Parce que justement, c'est un yoga ouvert, de rencontres, d'expériences et d'intégration. Come mai lei ha scelto una scuola freudiana? Alors, d'abord, je voudrais dire que le premier analyste qui m'a impressionné et qui continue d'être pour moi une image, une belle image, c'est Jung. Mais donc, en ce qui me concerne, ma première référence, c'était Jung. Et puis, pourquoi un freudien? Eh bien, ce n'est pas parce que c'était Freud, c'est parce qu'il y avait des personnes chez lesquelles je voulais aller. Et il se fait que c'était des personnes freudiennes. Donc je voulais aller chez telle ou telle personne, que je trouvais des personnes intéressantes. Je n'ai pas dit, tiens, je vais aller chez les freudiens. Ça, non. Toujours, pendant toute ma formation, et même encore maintenant, j'aime bien et beaucoup lire des livres qui critiquent Freud. Je n'ai pas de maître en psychanalyse, mais Freud est une figure de référence, hein. Mais mes figures de référence sont plutôt Bion et un psychanalyste italien, un homme extraordinaire, Antonino Ferro. Extraordinaire, il a énormément de succès à Bruxelles en particulier, pas partout, hein, mais à Bruxelles, Antonino Ferro, c'est une star. Hein. La fille de Bion était en Italie aussi, Francesca Bion, mais elle est morte accidentellement il y a quelques années. Mais donc, non. Et Donald Meltzer, ça, ce sont mes figures de référence, au moins autant que Sigmund Freud. Et puis Sigmund Freud, j'ai une tendresse pour le monsieur, j'ai eu plus de tendresse pour lui. Je trouvais bien sûr au début son système très ta. Mais quand on connaît sa vie, le rôle de la douleur dans sa vie, perdre une fille, un fils, son cancer, quand on sent vivre l'homme, je trouve qu'aussi c'est différent. Quand on peut rattacher certains développements théoriques, bien sûr à sa clinique évidemment, et à ses lectures, mais aussi à sa vie. Grazie.